Le président Giscard d'Estaing a demandé qu'on lui donne 500 jours avant de le juger. Les réactions n'en sont pas moins nombreuses au lendemain de son premier dialogue avec la presse. Les déclarations du président de la République sur les prisons ont notamment retenu l'attention alors que des incidents éclatés à la maison centrale de Los-les-Lilles, ils se poursuivaient ce matin. Après l'Assemblée, le Sénat se saisit du dossier de la radio et de la télévision. Les sénateurs présenteraient une centaine d'amendements au projet de réforme voté par les députés. C'est à Genève que se joue actuellement l'avenir de Chypre. Les représentants de la Grèce, de la Turquie et de la Grande-Bretagne sont de nouveau réunis. Athlétisme, les championnats internationaux de France commencent aujourd'hui à Nice et se prolongeront pendant 3 jours. Une vingtaine parmi les plus grands athlètes du monde se sont déplacés. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous reviendrons longuement à la fin de ce journal sur les commentaires, les réactions des syndicats et des partis politiques au lendemain de la première réunion de presse du président Giscard d'Estaing. En dehors des questions économiques et sociales, un certain nombre de propos tenus par le président de la République ont été particulièrement remarqués. Ainsi, sa position sur la libéralisation de l'avortement et puis un passage sur lequel nous allons revenir tout de suite, la condition pénitentiaire. Le président de la République a tout d'abord rappelé les événements qui se sont déroulés les jours derniers dans plusieurs centrales et au moment même où il parlait, il y avait une mutinerie à Los-les-Lilles, une mutinerie qui s'est poursuivie puisque ce matin il y avait encore des incidents. Depuis la nuit dernière, 2 explosions se sont également produites à Paris, dont une devant une annexe du ministère de la Justice. Deux explosions cette nuit à Paris. Les mutineries de ces derniers jours dans les prisons françaises ont connu un prolongement au milieu de la nuit. Vers minuit, une explosion a endommagé une annexe du ministère de la Justice, place Vendôme. Il semble que les auteurs de l'attentat n'aient voulu faire aucune victime puisqu'ils avaient pris soin d'avertir la police peu de temps avant que la charge explose. De toute évidence, c'est la direction de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée qui était visée. 21 minutes plus tard, 10 rue de Solferino, c'est le siège du syndicat des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire qui a été atteint par une autre explosion. Dans le même temps, les détenus de la centrale de Los-les-Lilles passaient la nuit à la Belle Étoile après leur révolte d'hier après-midi, dont voici à nouveau les images. Parqués sur le terrain de sport mitoyen à la prison, ils étaient surveillés de très près par les forces de l'ordre qui avaient braqué sur eux des projecteurs. S'armant des piquets du terrain de basket, ils ont décelé des briques et ils ont bombardé ces projecteurs. Cette prison de Los-les-Lilles est une prison-école. Les détenus y ont moins de 30 ans et y purgent des peines supérieures à 3 ans de détention, pendant laquelle ils peuvent faire des études. La situation dans les prisons françaises a d'ailleurs été évoquée hier par le président de la République. Voici en quels termes. La peine, c'est la détention. Et donc la peine, ça n'est pas plus que la détention. Il faut donc considérer que la détention, c'est la peine et que le reste, c'est au contraire quelque chose qui doit permettre la réinsertion ultérieure du détenu dans la vie sociale, dans la vie professionnelle, dans la vie tout court. D'où l'importance des autres aspects de la détention. Vous savez qu'en matière de censure, j'ai demandé qu'on soit très libéral, c'est-à-dire que la lecture soit complètement libre, et il se pose également le problème de l'éducation, de l'instruction, et le problème du travail. Concernant l'éducation et l'instruction, je souhaiterais que se développe très largement la pratique d'un enseignement de qualité dans les prisons. Enseignement professionnel, enseignement tout court, car je suis convaincu qu'il y a là une nature de contact et en même temps une nature de préoccupation et d'éveil chez les détenus qui peut modifier assez profondément leur situation et leur comportement. Et également concernant le travail des détenus, si c'est un travail, si ça doit être un travail normal, considéré et rémunéré comme tel. Deuxième acte parlementaire pour l'ORTF, les 3 coups ont été frappés ce matin à 10 h au Sénat. Le texte du projet de loi a été sensiblement modifié par les députés
Mais les membres de la Haute Assemblée sont décidés, semble-t-il, à aller plus loin. 2 chiffres indiquent très précisément l'intérêt des sénateurs pour ce débat. 17 orateurs sont inscrits et plus d'une centaine d'amendements déjà déposés. Encore faut-il préciser que d'autres peuvent l'être jusqu'à 17 heures. Cette première matinée a été consacrée à l'exposé gouvernemental du projet avec un préambule de Jacques Chirac et un discours d'André Rossi, le porte-parole du gouvernement, ainsi qu'au rapport des 2 commissions intéressées, les affaires culturelles par la voix de Michel Miroudot, le président de la délégation parlementaire de l'ORTF, et des finances par un autre spécialiste des problèmes de l'ORTF, le sénateur André Diligent. Vous allez entendre dans quelques instants des extraits de ces interventions, mais un mot encore pour vous dire que la séance qui est interrompue maintenant au Sénat devrait reprendre cet après-midi vers 16 h et se poursuivre jusqu'à 1 h du matin. Selon toute vraisemblance, l'ensemble du texte pourrait être voté demain en fin de matinée. Enfin, le premier orateur de la discussion générale a déjà pris la parole, c'est le sénateur Ciccolini, sénateur des Bouches-du-Rhône. Il a condamné un projet qui n'a plus de tête, un gros ventre et pas de cœur. Nous assistons, a-t-il dit, je le cite, à une véritable fuite des responsabilités. Vous institutionnalisez une irresponsabilité chronique. Nous allons donc nous trouver devant 6 établissements ou sociétés totalement responsables d'elles-mêmes et n'ayant que des rapports fonctionnels entre elles. La philosophie du projet repose sur l'idéologie de la concurrence. Les avantages sur le plan de la gestion sont probables. L'émulation, à laquelle faisait allusion hier encore Monsieur le Président de la République, une plus grande clarté, une plus grande transparence dans la gestion peuvent être raisonnablement attendus de cette réforme des structures, mais les inconvénients quant à la qualité intrinsèque des programmes et à leur harmonisation ne nous ont pas échappé. L'audiovisuel est un de ces sujets où la collaboration entre la Haute Assemblée et le gouvernement me paraît devoir être particulièrement recherchée. C'est en effet une matière, il faut le dire, malgré les études approfondies qui ont été réalisées, qui reste par sa complexité technique et par les incertitudes qui pèsent sur son évolution dans l'avenir, largement inédite et porteuse de progrès, mais aussi de risques. Nous devons construire les structures qui permettent de mesurer et de réduire ces risques. Pour le gouvernement, cette réforme ne doit pas être seulement profonde, elle doit également être rapide. Il existe en effet un double enjeu. Le premier est de permettre aux nouvelles unités de se mettre en place dans les meilleures conditions au 1er janvier 1975. Cette date est impérative et notamment pour des raisons évidentes budgétaires que vous imaginez. Il s'ensuit donc que les premiers textes d'application de la réforme devront intervenir à très brève échéance. Il convient en effet que le décret constitutif de l'établissement public et les statuts des sociétés nationales puissent être adoptés au début de l'automne prochain, que la répartition des personnels et la répartition également des services communs puissent se faire très rapidement avant la fin de l'année, le texte instituant la commission d'ailleurs de répartition des personnels devant intervenir dès cet été. Je dis au gouvernement qu'il prend un risque certain, en persistant à vouloir que la nomination des présidents des sociétés dépendent et continuent à dépendre à l'avenir du seul gouvernement. Si le gouvernement ne renonce pas, et je lui donne rendez-vous, si le gouvernement ne renonce pas dans un certain délai, dans un certain temps à cette nomination, au profit d'un conseil d'administration ou d'un organisme représentatif et pluraliste, je dis que la dépendance de ces présidents ne prendra pas fin, même si le gouvernement le désire, même si le pouvoir le souhaite. Mais l'ORTF n'est pas une fin en soi. Le gouvernement n'est pas une fin en soi. Les clans, un syndicat, quel qu'il soit, n'est pas une fin en soi. La finalité, la seule dans ce domaine, la vraie, c'est le service. Le service dans le sens le plus noble du terme, le service du public. Nouvel essai nucléaire français dans le Pacifique, c'est du moins le gouvernement néo-zélandais qui l'annonce.
Ce serait le 4e essai depuis le début de la campagne 1974. Pas de confirmation de la part des autorités françaises. Léger ralentissement de la hausse des prix en juin. Selon l'indice INSEE, ils ont augmenté de 1,1% contre 1,2% en mai et 1,6% en avril. C'est la hausse la moins importante depuis le relèvement du prix du pétrole au mois de décembre. D'après Jean-Pierre Fourcade, le ministre de l'Économie et des Finances, un retour à la modération des prix est amorcé. Un certain nombre de manifestations paysannes se sont encore déroulées la nuit dernière. L'Express Brest-Paris a été arrêté par les agriculteurs de la région de Guingamp. À Lannion, des pneus ont été incendiés sur les marches de la mairie. Dans le Jura, près de Lons-le-Saunier, un commando a envahi dans la nuit le parc du château d'un beau-frère du président Giscard d'Estaing. Il a tronçonné une dizaine de sapins auxquels le feu a été mis. Enfin, le MODEF, le mouvement de défense des exploitations familiales, annonce que ces manifestations se poursuivront dans l'attente d'un débat au Parlement sur les problèmes agricoles. Nous reviendrons tout à l'heure sur la situation agricole à propos de la réunion de presse de M. Giscard d'Estaing avec la réaction d'un dirigeant agricole. À Chypre, selon la radio israélienne, c'est une dépêche que je viens de recevoir, des combats auraient repris ce matin dans des localités proches de Nicosie. Il y a beaucoup de blessés à soigner dans l'île de Chypre. Le Secours populaire français vient d'expédier des antibiotiques et des médicaments de première urgence. C'est à Genève que se discute l'avenir politique de l'île de Chypre. Grecs, Turcs et Britanniques sont réunis pour la deuxième fois au Palais des Nations. 9, 8, 6, 5, 4, 3. Après la séance d'ouverture de la nuit dernière, les délégations turques, grecques et anglaises réunies à Genève pour la conférence tripartite sont entrées ce matin dans le vif du sujet, à savoir le problème militaire et ceux relatifs à la sécurité des deux communautés chypriotes. Les trois ministres des Affaires étrangères semblent décidés à aller vite dans cette première phase des négociations qui pourrait s'achever d'ici dimanche. D'emblée, le chef de la diplomatie grecque, M. Georges Mavros, a fait savoir qu'il était venu à Genève pour 3 points précis et limités: la pacification, le retour à l'ordre constitutionnel et le retrait des troupes étrangères. Les Turcs sont venus avec d'autres ambitions et d'autres cartes en main, cartes qu'ils n'ont pas encore dévoilées. Ils aimeraient que très vite soit examiné tout l'ensemble de la question chypriote et l'avenir de l'île. D'ores et déjà, ils se sont déclarés hostiles à un statu quo ante, c'est-à-dire la formule qui veut qu'on oublie tout ce qui s'est passé depuis le 15 juillet et que l'on recommence comme avant. Quant aux Britanniques, leur tâche d'arbitre est difficile. Au premier chef, ils sont soucieux de l'application du cessez-le-feu. Mais plus ou moins confusément, on devine que les Britanniques aimeraient dans cette tâche obtenir un soutien plus direct des États-Unis. Sans vouloir passer le relais, ils aimeraient en quelque sorte partager leurs responsabilités. Ici Genève, à vous Paris. Le général Franco se porte bien, ou presque bien. À 81 ans, il a surmonté sa maladie alors qu'on le croyait déjà à l'agonie. Dans cette clinique qui porte son nom, c'est encore aujourd'hui un défilé de personnalités. La famille du président, le chef du gouvernement, des ministres, des prélats, des militaires, des magistrats. Tous n'ont pas accès à la chambre, mais tous sont reçus par l'épouse du caudillo. La clinique est devenue une véritable forteresse. À l'intérieur, l'étage où est soigné le général Franco est strictement gardé par l'escorte personnelle du chef de l'État. À l'extérieur, la garde de sûreté, même sur les balcons et les toits. Chaque jour, le prince Juan Carlos vient au chevet de Franco. Il y reste longtemps, mais jamais moins d'une demi-heure. Bonne nouvelle, votre Altesse. Oui, c'est bon. Continuez l'intérim. Dans l'absolu, le général Franco conserve tous les pouvoirs, puisque sur simple décision verbale, sans même être tenu de signer un document, il peut retirer l'intérim confié la semaine dernière à l'héritier de la couronne d'Espagne. Mais on doute fort ici que le vieux général, même s'il était pressé par certains, veuille reprendre les rênes du pouvoir. La grande question est de savoir maintenant si le franquisme lui survivra, si effectivement un royaume sans trône ni roi permettra à la monarchie de diriger l'Espagne à nouveau. Car la succession de Juan Carlos, même si elle est prévue dans la Constitution, risque tout de même de poser quelques problèmes.
c'est qu'il n'est pas le seul prétendant. Son père, le comte de Barcelone, qui n'a jamais régné, ou son cousin, le duc de Cadiz, auraient des prétentions tout aussi légitimes. Pour les notables madrilènes, une page est déjà tournée. Je crois que nous sommes dans un nouveau chapitre de l'histoire de l'Espagne. Je crois que ce nouveau chapitre a commencé déjà avec les délégations de pouvoir en faveur du prince Juan Carlos. Dans ce nouveau chapitre, nous avons, les Espagnols, le droit de penser que ceux qui vont gouverner, ou ceux qui aspirent à gouverner, doivent donner à ce pays une grande quantité d'illusions. Un Fokker de l'aéropostale s'est écrasé hier soir à une vingtaine de kilomètres de Nantes. Les 3 hommes de l'équipage ont été tués. L'avion aurait eu des difficultés en vol et a heurté une ligne à haute tension. Il assurait la liaison Rennes-Nantes-Poitiers-Clermont-Ferrand. C'est l'une des 11 lignes de nuit qui existent en France pour le courrier. Beaucoup de monde sur les routes pour cette fin de semaine. Toutefois, les départs et les retours devraient être échelonnés puisque le 1er août se situe en pleine semaine. Et aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de monde pour les retours. Le temps, il est beau aujourd'hui sur la région parisienne, mais rien ne prouve que l'été soit enfin vraiment venu. Il y a des nuages et même de la pluie près des côtes de la Manche et le sud-est est orageux. À Nice, du soleil pour l'exceptionnelle épreuve d'athlétisme qui a débuté ce matin. Pour la première fois, les championnats de France d'athlétisme ne se dérouleront pas au stade de Colombes. C'est en effet le parc des sports de Nice, inauguré il y a 1 an avec les demi-finales de la Coupe d'Europe, qui accueillera cette année nos meilleurs athlètes. Début des compétitions cet après-midi, elles se poursuivront samedi et dimanche. Ce que l'athlétisme trouvera à Nice, d'abord un stade de 21 000 places, aux installations ultramodernes, la quasi-assurance du beau temps et surtout un public que l'on espère nombreux. Ce que nous avons recherché et ce que nous voulons prouver en venant ici à Nice, organiser ces championnats de France, c'est que nous pouvons ici, certainement, en plus du beau temps qu'on est en droit d'espérer, c'est avoir ce public qui manque à nos athlètes. Nous avons, dans de nombreuses occasions, à Paris, organisé des réunions de haut niveau. Malheureusement, le contexte, la température, enfin l'athlétisme qui a perdu une clientèle dans la région parisienne, l'a déjà retrouvé à Nice l'année dernière lors de la demi-finale de la Coupe d'Europe. Et je suis persuadé que nous le retrouvons, ce public qui apporte à nos athlètes cette ambiance, cette chaleur indispensable à un sport qui est difficile. Championnat de France internationaux, c'est une autre innovation. Pour la première fois, en effet, des athlètes étrangers participeront à ces compétitions. D'abord, une forte délégation américaine avec pas moins de 4 conmen du monde. Parmi eux, Stone, qui vient de franchir 2,25 m en Italie et qui n'attend qu'une bonne occasion pour dépasser les 2,30 m. Sur 400 mètres haies, Jean-Claude Nallet retrouvera Bolding, qui vient de battre le record mondial du 440 yards de haies. Autres vedettes, les lanceurs de poids Furbach et Woods, qui s'expliqueront une nouvelle fois à plus de 21 mètres. Au 100 mètres, William, recordman du monde, pourrait fort bien réussir un grand exploit ici à Nice. Les épreuves de demi-fond seront également passionnantes, avec notamment la présence de Vassala, champion olympique du 1500 mètres, celle des 2 néo-zélandais Dixon et Walker, lequel Walker rencontrera le franco-américain Marcel Phillips sur 800 mètres. Une innovation cette année au championnat de France, la présence de nombreuses vedettes étrangères. Ce sera un stimulant pour beaucoup d'athlètes français. Non seulement pour les athlètes, mais aussi pour les spectateurs, j'espère, parce que depuis plusieurs années, ça se fait dans beaucoup de pays du monde, et aussi en Europe, surtout en Europe. Et évidemment, il n'y avait que la France qui n'avait pas encore ce genre de compétition. Et en fait, je pense qu'il n'y a aucune raison, puisque ça se fait dans de nombreux sports, comme au tennis et bien d'autres encore. Il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas en athlétisme, surtout que vu la qualité des athlètes américains et néo-zélandais et même européens qui sont en ce moment en recherche de compétition justement, il était ridicule de ne pas les inviter à participer à ces championnats de France. Je vous l'ai dit au début de ce journal, nous allons maintenant consacrer le reste de notre temps aux réactions suscitées par la réunion de presse du président Giscard d'Estaing. Alain Fernbach. Oui, la réunion de presse du président de la République était la une de tous vos journaux, avec de larges extraits, de nombreux commentaires et réactions.
tous les éditorialistes, après ce premier dialogue du président avec la presse, portent un jugement, une appréciation. Ainsi, à travers tous les commentaires, on constate que le chef de l'État a réussi son examen de passage devant la presse. Ainsi, Combat, qui n'a pas l'habitude de faire de concessions, donne dans son titre au chef de l'État une bonne note, 7 sur 10, c'est une bonne moyenne, tout en constatant qu'il aurait pu faire mieux. Sur le fond, nos confrères analysent le mot « changement » qui est devenu, depuis l'annonce de sa candidature à la présidence de la République, le leitmotiv, l'objectif, voire la doctrine du chef de l'État. Tous nos confrères apprécient le fait que M. Giscard d'Estaing souhaite pratiquer ce changement en respectant les traditions et en préservant les besoins de sécurité des Français. L'humanité, c'est normal, est le quotidien le plus réservé, le plus sévère. Ainsi, pour Paul Laurent, rien de nouveau dans les déclarations du chef de l'État, rien de nouveau pour les salariés et les agriculteurs. En revanche, Jean d'Ormesson, directeur du Figaro, constate que le changement est que le général de Gaulle pliait les événements et les hommes à sa propre volonté, tandis que M. Giscard d'Estaing essaye de deviner les volontés des Français et de s'y adapter. L'Aurore, de son côté, constate que le chef de l'État a répondu à tout. Dans ces conditions, André Guérin s'interroge « À quoi sert, écrit-il, Matignon ?» Les Échos constatent que M. Giscard d'Estaing est assuré de la réussite de son plan anti-inflation. Le Parisien libéré s'attarde sur l'étude d'un impôt sur les plus-values. Le Quotidien de Paris rappelle que le chef de l'État a porté de 100 jours à 500 jours le délai qu'il propose aux Français pour que son action soit jugée. Enfin, François indique dans son titre que pour le changement, ce n'est qu'un début. Et Pierre Sandrichin termine ainsi son éditorial. Cette réunion a projeté l'image d'un chef de l'État content de lui et, ce qui est plus rare, pas mécontent des autres. Une conférence de presse, ou plutôt une réunion de presse, suscite toujours les réactions et les commentaires des organisations politiques et syndicales. Voici d'abord les politiques. Rien de nouveau pour les salariés, pour les agriculteurs, pour les petites et moyennes entreprises, rien de nouveau pour les familles, une menace grave sur la durée de la scolarité, un éloge de la politique des gouvernements précédents, des déclarations satisfaites sur la hausse des prix, l'épargne et la monnaie, voilà qui jugent cette réunion de presse. Et la faiblesse visible du bilan actuel de Giscard d'Estaing depuis son élection l'a conduit finalement à reporter de plus d'1 an la réalisation des promesses faites durant la campagne électorale. Le président de la République vient de fournir une critique brillante des gouvernements auxquels M. Valéry Giscard d'Estaing a participé. Pour le présent, il n'apporte aucune réponse aux problèmes posés par l'énorme écart qui s'est creusé entre les prix des produits agricoles à la production et à la consommation. Il a dû reconnaître que la non-indexation des revenus des petits épargnants représenterait pour ceux-ci une lourde perte au cours de l'année 1974. J'ai entendu Monsieur le Président de la République avec une grande satisfaction. Il a certes changé le style, et désormais le Président de la République a le style d'un Premier ministre, mais certainement pas celui d'un chef d'État. Il était très brillant, il n'a d'ailleurs pas répondu aux questions qui lui étaient posées, il les a même pour la plupart esquivées. Par contre, en bon politique, il a répondu à des questions qui ne lui étaient pas posées. Une seule chose, c'est que nous savons désormais qu'il n'y aura pas de session extraordinaire pour le grand débat de l'agriculture qui passionne l'opinion. Nous nous félicitons de la volonté affirmée par le président de la République de continuer à promouvoir les réformes dans tous les domaines, de faire en sorte que le changement précède l'évolution et l'organise, afin que les Français concernés n'en souffrent pas, mais au contraire bénéficient sans traumatisme du progrès. L'attention du gouvernement doit, selon nous, particulièrement s'attacher au cours des prochains mois à épargner aux plus défavorisés les sacrifices résultant de l'inflation mondiale et mieux même à leur donner de meilleures conditions de vie. La justice sociale et familiale est à ce prix. Une politique de changement est toujours difficile, elle exige du courage, elle se heurte à toutes sortes d'obstacles.
eh bien le Centre Démocratie et Progrès aidera le président de la République, il aidera le gouvernement dans cette tâche. Il l'aidera à surmonter les obstacles qui s'opposent à cette politique de changement, parce que c'est là depuis que nous existons, depuis 1969, c'est là notre raison d'être, c'est là notre vocation et nous entendons bien y rester fidèles. Les leaders des Républicains indépendants et de l'UDR, vous l'avez constaté, n'ont fait aucun commentaire. Messieurs Chinault et Sanguinetti, principaux leaders de ces formations de la nouvelle majorité présidentielle, ont sans doute voulu indiquer que leur silence était synonyme d'approbation des propos du chef de l'État. En revanche, la quasi-totalité des organisations syndicales ont livré aux caméras de 24 heures sur la une leurs premiers commentaires. Dans ces déclarations, dans ces réponses, nous a paru fort loin des préoccupations qui assaillent actuellement la grande masse des Français. Il a sans doute tenté de minimiser les conséquences de la grave crise qui porte atteinte au pouvoir d'achat de l'ensemble des travailleurs, des retraités, des personnes âgées, de minimiser cette crise en développant une sorte d'anesthésie verbale pour l'ensemble des gens qui l'écoutaient. Et contrairement à ce qu'il affirmait d'ailleurs dans ses réponses, il ne semble pas que, tout en cultivant le changement, qu'il cherche à précéder l'événement, mais au contraire qu'il compte sur l'événement pour régler un certain nombre de problèmes. Le président de la République poursuit dans la voie de l'autosatisfaction qu'il a empruntée depuis la campagne électorale, et pendant qu'il promet le changement, son gouvernement prépare un budget d'austérité qui va se traduire inévitablement par la réduction d'un certain nombre de crédits. Au retour des congés, les travailleurs et plus généralement les personnes à faible revenu vont supporter la hausse persistante des prix, les frais scolaires, les impôts et probablement des menaces sérieuses sur le chômage. Nous pensons que les déclarations du président de la République n'ont apporté aucune réponse concrète aux préoccupations quotidiennes du monde du travail. Nous avons conscience de la gravité du problème inflationniste. Nous avons conscience de la nécessité d'engager la lutte contre l'inflation. Le président de la République constate une baisse des produits, des matières premières sur le plan mondial. Nous voulons espérer que le gouvernement veillera à ce que ces baisses se répercutent dans la composition des prix, aussi bien au stade de la production qu'à celui de la distribution. S'agissant de l'épargne, les déclarations de M. Valéry Giscard d'Estaing ne sauraient nous satisfaire. L'intérêt actuellement consenti devrait être augmenté. C'est la confirmation que le président Giscard d'Estaing a donné de ses projets de réforme de l'entreprise qui a retenu plus particulièrement mon attention. La CFTC, en effet, est la seule parmi les confédérations ouvrières représentatives à avoir placé la réforme de l'entreprise en tête de son programme et à avoir aussi élaboré une proposition de loi à ce sujet. Je dois dire d'ailleurs que nous avons été un peu surpris quand nous avons constaté que le comité présidé par M. Sudreau ne comportait pas de représentants de la CFTC, mais cela ne nous empêchera pas d'apporter notre contribution sans aucune réserve aux travaux du comité. Le président de la République n'a pas eu à répondre à des questions essentielles dans le domaine économique et social, telles que celles que nous attendions, l'emploi, le chômage, la réforme de l'entreprise. Un seul point nous a paru positif et intéressant dans les déclarations du président de la République, c'est d'ailleurs un point qu'il a évoqué de lui-même, sans qu'il y ait eu de question des journalistes, c'est l'imposition des plus-values qui va dans le sens d'une plus grande justice sociale et tout ce qui est fiscale, et tout ce qui va dans le sens d'une plus grande justice fiscale ne peut être qu'approuvé par le personnel d'encadrement qui subit actuellement, comme vous le savez, la plus grosse part de la solidarité nationale. Monsieur le Président de la République a parlé de situation conjoncturelle préoccupante. Nous pensons qu'elle est grave, qu'elle n'est que la conséquence d'erreurs en matière de politique agricole qui ont été commises tant au niveau communautaire que français. Et nous sommes très soucieux de savoir quelles orientations, tant au niveau français que communautaire, le gouvernement français compte donner à la politique agricole française. Quant à nous, nous avons des propositions précises et nous nous tenons à la disposition des pouvoirs publics pour faire ces propositions.
réactions de la bourse sont ce matin assez mitigées après les déclarations du chef de l'État. En ce qui concerne l'imposition des plus-values, bien entendu, ceci importe beaucoup pour les investisseurs, mais en l'occurrence, comme la Bourse de Paris a beaucoup baissé ces dernières années, eh bien, je crois que le régime de l'imposition des plus-values ne pourrait pas s'appliquer pour les placements boursiers. Il faut savoir que depuis janvier 1973, les moins-values atteignent la bagatelle de 40 milliards sur le marché financier de Paris. Donc il n'est pas question d'appliquer sur les actions un système des plus-values. En ce qui concerne alors les déclarations sur la rémunération de l'épargne, il y a certainement une déception, notamment en ce qui concerne la rémunération de l'épargne à long terme, comme les obligations, compte tenu effectivement de la hausse des prix, une hausse de 14 à 15%, un taux d'intérêt de 12% auquel il faut amputer le montant de l'impôt, eh bien, donne bien entendu des intérêts négatifs à l'heure actuelle. Les valeurs françaises, alors les actions ont baissé un petit peu ce matin, mais les écarts sont tout de même très faibles et certains titres tout de même se détachent et progressent encore quelque peu. L'autre événement est la fermeté du franc. Alors cette fermeté se confirme, j'en ai déjà parlé. L'écart maintenant, la décote vis-à-vis du mark depuis le début de l'année a été ramené à 5%. Et il y a également une légère baisse du mark qui vient du fait que l'excédent commercial de l'Allemagne a fléchi assez sérieusement en juin, puisqu'il y a eu une baisse des exportations allemandes de 20% par rapport à mai et un fléchissement des importations de l'ordre de 10%. Le dollar lui-même est au plus bas depuis le début de l'année, à 4 francs 67. On peut rappeler que le 19 mai, donc à l'époque de l'élection présidentielle, le dollar valait 4 francs 95 à Paris, et au moment du flottement du franc, donc le 22 janvier 1974, le dollar était à 5 francs 22. Hausse de l'or, en effet, ce matin à Londres, confirmant les indications d'hier après-midi, l'once d'or a valu 149 $, et le lingot aujourd'hui a ratifié 23 000 francs tout rond sur le lingot contre 22 795, et le Napoléon vaut 245 francs contre 242. Quant à l'emprunt 4,5 73, vous l'avez vu tout à l'heure, 467, c'est pratiquement le cours de la veille. Les calculs montrent que l'indexation de cet emprunt, qui est basé sur l'évolution du Napoléon, est actuellement de 642 francs, cette valeur d'indexation théorique est de 642 francs, compte tenu des cours de Napoléon pour les premières séances qui rentrent en ligne de compte pour cette indexation. Coquelin est très résistant, 542 contre 545, mais comme vous le voyez, on a fléchi ensuite en séance à 530. Forte hausse de Creusot-Loire. Voilà donc pour la Bourse de Paris, avec une tendance donc assez tiraillée. À vous les studios. Eh bien, pas d'autres informations depuis 13h. Rendez-vous donc à 19h45. Bonne journée.